Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire qui est proposé par la chaire agriculture urbaine avec 3 intervenants. Donc aujourd'hui, le thème proposé, c'est mobilisation et participation des publics en situation de précarité et le lien à l'agriculture urbaine. Donc je vais faire une petite présentation sur justement ce qu'est la chaire et le réseau OPA, mais je vais surtout laisser pas mal de place aux intervenants. Voilà, donc juste pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré, donc veillez bien à couper vos micros et caméras lors des interventions. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire et vous pourrez ouvrir vos caméras pour les poser à l'oral lors du temps final d'échange. Notre équipe, elle est composée de Christine Aubry, qui est ici présente, qui assure la direction de la chaire agriculture urbaine, mais surtout la direction scientifique, de Fanny Provence aussi, que vous avez aperçue, et de moi-même qui m'occupe de la communication et l'animation d'un réseau qui s'appelle le réseau OPA pour agriculture urbaine et précarité alimentaire. Et nous travaillons avec des chercheuses associées à la fois d'AgroParisTech et d'INRAE, puisque nous appartenons à une UMR mixte qui s'appelle SADAPT. Et donc, voilà, Agnès Lelièvre est ici présente. On travaille aussi avec Julia Jacquet et Douja Kabesh, qui a coécrit un rapport Terra Nova. Donc la chaire, pour rappeler, notre mission principale, c'est de contribuer à la résilience des villes par les agricultures urbaines grâce à la production et à la diffusion de ce savoir. Donc on a vraiment une mission de diffusion. Et nos actions, en fait, pour cette session 2024, elle est très axée autour de 3 actions qui sont démontrer les services rendus par les agricultures urbaines, donc notamment au niveau de l'approvisionnement et de l'accessibilité alimentaire, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui comme sujet, d'agir pour leur insertion durable dans les territoires avec différentes modalités d'action qui sont de produire des outils d'évaluation, mais aussi d'animer un réseau qui est le réseau OPA. Et enfin, comme je vous le disais, de transmettre à toutes et tous les connaissances. Donc le réseau OPA, l'objectif principal, c'est de favoriser l'interconnaissance, mais aussi de faire émerger du terrain des problématiques qu'on va pouvoir solutionner ensemble, sachant que ce réseau vise à réunir à la fois des chercheurs, des associations, des ONG, des fondations d'entreprises, différents acteurs à même de relever des questionnements. Et cela nous permet en fait de tenter de monter des projets de recherche, mais surtout de recherche-action. Et l'un des derniers projets qui est le plus phare à ce niveau, c'est le projet du potager à la marmite avec le Lab 3S. Et en filigrane, on a cette volonté de mener un plaidoyer commun. Donc l'axe spécifique vraiment de ce réseau, c'est vraiment de favoriser les liens entre approvisionnement et accessibilité de fruits et légumes issus des agricultures urbaines pour des publics en situation de précarité alimentaire. Et pour comprendre aujourd'hui le contexte de ce webinaire, c'est que nous avons proposé donc aux membres du réseau OPA plusieurs sujets et la mobilisation et la participation étaient une question prioritaire puisqu'en fait à 80%, les personnes étaient intéressées par ce sujet euh, pour pouvoir échanger. Donc aujourd'hui, on vous propose donc 3 interventions. Pierre Arène, donc, qui est chef de projet participatif et qui a coécrit un rapport autour de la participation des personnes en situation de précarité dans les actions qui les concernent. Donc il va le citer plus tard. Mais en tout cas, c'est un rapport coécrit avec Caroline Després, Huguette Boissonnat et je ne cite pas tout le monde. Voilà les limites. L'AMSEN, donc, qui est chargée de projet jardin nourricier au sein de l'association Pays Terre de Lorraine, et Émilie Van de Kiet, qui est chargée de développement pour le PTCE Pays de France. Donc, je vais laisser la parole à Pierre, si tu veux bien. Tout à fait. Merci beaucoup, Clotilde, pour cette présentation. Et merci beaucoup à la chaire Agriculture urbaine d'AgroParisTech pour l'invitation. Et très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Pour compléter la présentation qui a été faite par Clotilde, effectivement, je suis chef de projet participatif chez Mission Publique depuis maintenant 4 ans. Donc, Mission Publique est une entreprise privée qui accompagne la puissance publique dans la mise en place de dispositifs de participation citoyenne. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé sur ces questions, puisque j'ai eu l'occasion d'accompagner le Conseil national de l'alimentation sur un panel citoyen sur la précarité alimentaire. Et j'ai, dans ce cadre-là, rencontré Huguette Boissonnat,
certains et certaines doivent connaître, qui est membre cofondateur de la dignité dans les assiettes, présidente d'Amplette Cagette, une ancienne d'ATD Quart Monde et qui a notamment été à l'origine de la méthode des LaboCap qui va être présentée par l'AMSEN. Et à côté de ça, je suis également docteur en CIFRE chez Mission Publique et je travaille sur l'institutionnalisation de la participation citoyenne à l'échelle nationale et principalement par l'État. Et donc, l'objectif de mon intervention ici, elle est double. Comme vous l'aurez compris, mon expertise porte davantage sur la participation citoyenne de manière plus globale et notamment sur la manière dont ces enjeux, ces notions vont être progressivement institutionnalisées. Donc, c'est pour cela que dans un premier temps, je me permettrai une petite mise en perspective un peu globale sur les enjeux et les mots de la participation et puis ensuite de vous donner quelques billes à la fois éthiques et méthodologiques concernant la participation des personnes en situation de précarité alimentaire. Et ici, je me reposerai effectivement sur les conclusions du rapport que nous avons coécrit avec Caroline Després, Huguette Boissonnat et également Anne-Laure Carrier. Et donc là, on peut directement passer à la prochaine slide. Tadadam. Et donc voilà, donc dans un premier temps, je trouvais ça intéressant de revenir très rapidement. L'idée ici, évidemment, c'est pas de faire un cours magistral un peu ennuyeux, mais c'était davantage de revenir sur les origines d'une notion qui est quand même très polysémique, notion de participation. Et donc ici, je me base sur le travail d'un sociologue américain qui s'appelle Antonio Florida, qui est malheureusement pas très connu en France et qui rappelle très justement que la participation citoyenne, elle émerge en premier lieu sur le continent américain dans les années 70 et principalement dans les milieux militants, notamment au travers d'organisations étudiantes de la nouvelle gauche américaine. Et ce qu'on constate, c'est que il y a un corpus assez dense à cette époque-là qui est produit dans les universités, sur les campus. Et il y a trois grands principes qui peuvent d'ailleurs apparaître comme contradictoires, qui vont guider ce corpus théorique. Vous avez tout d'abord une conception optimiste des êtres humains axée sur leur potentiel self-development et donc sur le rejet d'une idée presque schopenhauerienne que l'individu serait incompétent et incapable de gouverner sa vie collective. Ensuite, vous avez un principe d'autodétermination, d'autonomie et d'indépendance des individus, avec vraiment une valorisation de la capacité d'agir. Et ça, vous verrez que c'est une notion sur laquelle je vais beaucoup insister durant cette présentation, la capacité d'agir des individus. Et également, très vite, vous avez l'idée que les processus décisionnels, qui ont des conséquences sur le corps social, doivent être menés de manière transparente et participative. Donc, c'est intéressant parce qu'on constate que ces principes, finalement, reviennent très régulièrement dans les controverses, débats et enjeux qui traversent la participation, et notamment sur cette tension entre objectif de redonner de la capacitation, de l'empowerment, je vais réinsister sur cette notion, et de l'autre, l'objectif de la participation citoyenne, de pouvoir peser sur les décisions publiques. Et donc, je trouvais ça intéressant de débuter par ce petit rappel historique. Si on continue justement sur les fameux mots de la participation, donc là, pareil, j'ai dû un peu sélectionner des mots parce que effectivement, vous avez depuis 20 ans un corpus théorique qui se développe énormément, et notamment en France, avec énormément d'axes de recherche sur la participation. Mais il me paraissait intéressant d'accentuer sur ces quatre notions, sur ces quatre mots, et particulièrement la notion d'empowerment, donc en bon français, capacitation. Et donc, cette notion, elle est clé et puis elle nous intéresse particulièrement pour aujourd'hui. Elle émerge dans les études anglo-saxonnes au tournant des années 80, principalement dans les milieux féministes, notamment de la deuxième vague, et elle repose sur la critique de la notion de pouvoir et de savoir. Donc, on retrouve par exemple cette idée dans l'œuvre de la philosophe américaine Sandra Harding, qui est guidée par la remise en cause de la production dominante du savoir et qui ajoute ici la promotion d'une nouvelle manière de concevoir ce savoir, avec vraiment l'idée de donner aux citoyens et notamment
les personnes en situation de précarité, de pauvreté, la possibilité de choisir leur destin, non pas en leur redonnant des ressources, et là je trouve ça particulièrement intéressant, mais en leur redonnant une capacité d'agir sur leur environnement social. Et ça permet de faire une transition avec le second mot, qui est le savoir expérientiel. Là, je vous présenterai en même temps savoir expérientiel et croisement des savoirs, parce que c'est vraiment très lié. Donc, cette approche-là, elle émerge particulièrement au travers d'ATD Quart Monde et sous l'axe de la participation des personnes en situation de pauvreté. Et ce qui est intéressant dans la démarche d'ATD Quart Monde, c'est vraiment la reconnaissance de ce savoir expérientiel dont sont porteuses les personnes en situation de pauvreté, mais surtout la volonté de croiser les savoirs. Donc cette notion de croisement des savoirs, elle est vraiment majeure parce qu'elle nous permet de créer les conditions pour que le savoir issu de l'expérience de vie des personnes qui connaissent la pauvreté au quotidien puisse dialoguer avec les savoirs scientifiques et professionnels. Et donc ces différents savoirs produisent une connaissance et des méthodes d'action qui sont euh, plus complètes, plus inclusives. Et c'est notamment cette méthode-là qu'on a expérimentée. Si vous voulez, on pourra en reparler dans le temps d'échange lors du panel citoyen sur la précarité alimentaire porté par le CNA. Et quelques éléments sur lesquels j'aimerais insister avec vous, c'est que cette notion de croisement des savoirs, elle permet donc de mettre en lumière l'existence de ces différents savoirs. Il y a l'expérience vécue, que seules les personnes qui vivent ces situations de précarité sont en capacité de restituer et d'en parler. Mais vous avez aussi l'expérience de terrain que les structures qui accompagnent les publics au quotidien ont. Et donc ici, en toile de fond, on voit bien que le problème majeur, en tout cas l'enjeu qui traverse ce besoin de faire participer les personnes en situation de précarité et pauvreté, c'est celui de la délégation de la parole. Et donc, que faire notamment quand les personnes ne viennent pas, ne participent pas? Quel peut être le rôle des associations et structures qui accompagnent les publics? Quelle légitimité ont ces structures dans la manière de restituer le vécu des personnes qu'elles accompagnent? Je trouvais ça intéressant de poser ces questionnements sans forcément y répondre maintenant, parce que l'idée aussi, c'est de vous entendre et de pouvoir échanger avec vous. Mais il me semble que c'est vraiment un nœud intéressant pour continuer la discussion. La dernière notion sur laquelle j'aimerais insister, c'est la notion de public. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par là, d'une certaine manière. Moi, je travaille beaucoup sur ces questions dans ma recherche parce qu'il me semble que c'est vraiment un des principaux nœuds quand il s'agit de mettre en œuvre des procédures de participation et notamment institutionnelles. Pour faire rapide, dans les années 1990, vous avez en France l'émergence d'une série de dispositifs de participation institutionnalisée, avec par exemple la procédure de débat public en 1995, donc qui est actuellement portée par la CNDP, peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent, la Commission nationale du débat public. Et donc ces dispositifs institutionnels, ils ont très rapidement amené avec eux des nouveaux questionnements d'ordre pratique, et notamment la question épineuse des logiques de catégorisation du ou des publics que l'on souhaite mobiliser. Et un point important sur lequel j'aimerais insister ici, c'est une notion très répandue au début, alors, mais maintenant, là, notamment la CNDP essaie de s'en distancier, c'est la notion de grand public. Et j'aimerais rappeler que le grand public n'existe pas. Il est essentiel de dépasser ce mythe et de reconnaître l'existence d'une variété de publics. Et je trouve d'ailleurs que ce webinaire est à ce titre très important parce qu'il participe à ça en reconnaissant et en se focalisant sur la participation des personnes en situation de précarité. Et donc le reconnaître, c'est une chose, mais il faut surtout adapter la méthode. Et donc que ce soit dans la mobilisation ou dans l'animation, pour qu'elle puisse répondre au mieux aux conditions spécifiques de ces publics. Et c'est justement ce que nous avons tenté de proposer dans le rapport. Et la transition, papapam. Et voilà, donc là, vous avez la magnifique photo de notre rapport. Donc là, l'idée ici, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément de présenter l'ensemble de ce rapport qui est disponible. Je fais un peu de promotion pour le rapport sur le site de la chaire et qui a été aussi présenté lors de l'anniversaire de la chaire. Je vais vraiment me focaliser sur la mobilisation, parce qu'il me semble que c'est vraiment un des nœuds. C'est ce qu'on a identifié collectivement quand on a préparé ce webinaire. Ce que j'aimerais dire en introduction, c'est que notre réflexion, donc deux parties pris que j'aimerais vous présenter. Premièrement, notre réflexion, elle s'est principalement focalisée sur une démarche de prise de parole type focus group ou panel citoyen.
Mais bien sûr, il est important de rappeler qu'évidemment, la participation se fait aussi et même surtout en faisant, et notamment l'AMSEN en parlera, et nos préconisations peuvent tout à fait s'appliquer pour d'autres types de processus participatifs. Et l'autre chose, c'est qu'on souhaitait vraiment sortir d'une logique de boîte à outils, qui d'ailleurs frappe souvent la participation. Où on pense que voilà, il y a toute une série d'outils qu'on peut mobiliser. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment le ramener dans une approche de processus qui nous paraissait plus intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé un processus type qui, évidemment, n'est pas une approche dogmatique. Vous pouvez tout à fait le challenger et même en sortir, mais nous trouvait plus intéressant de rentrer par une approche de processus qu'une approche de boîte à outils. Et c'est pour ça qu'on a identifié 4 étapes. L'étape de la rencontre, de la mobilisation, vous verrez pourquoi on a préféré parler de rencontre. L'étape de l'animation, et donc là, c'est justement toutes les conditions dans l'animation d'un processus de participation pour permettre une bonne inclusion des personnes. L'analyse, c'est-à-dire à partir du moment où les participants et participantes ont produit leur contribution, comment on l'analyse, comment on la retranscrit de la manière la plus juste et équitable pour permettre justement la 4e étape, la capitalisation et la valorisation, c'est-à-dire le moment, ce qu'on a qualifié entre nous de moment de tous les dangers, le moment où les décideurs vont devoir justement se saisir de la production du ou des groupes. Et donc là, je vais me focaliser sur la partie mobilisation. Donc, c'est la prochaine slide. Donc, concernant la mobilisation des participants, on a vraiment préféré parler dans ce rapport de rencontre. Pourquoi? Parce que cette notion de rencontre, elle est particulièrement importante parce qu'elle permet de distinguer, de la distinguer avec le temps de la participation effective. Autrement dit, il s'agit d'une première étape décisive qui permet de créer les conditions effectives d'une participation plus longue. Et donc, cette étape, elle est essentielle à nos yeux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ce moment doit être l'occasion de toucher une diversité de personnes qui vivent des situations diverses pour venir nourrir la démarche. Donc ça, c'est vraiment une condition fondamentale pour le bon déroulement du processus. Et ce principe nous oblige en pratique, et ça, c'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien chez Mission Publique, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, en pratique, de stabiliser des critères de composition du groupe pour veiller à n'oublier personne, pour veiller à avoir une diversité. Et ces critères-là doivent être vraiment une boussole dans ce moment de rencontre et de mobilisation. Aussi, cela implique de considérer les acteurs qui sont impliqués, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les acteurs du terrain, qui sont impliqués euh, au quotidien auprès des personnes en situation de précarité, de vraiment les considérer comme de véritables alliés. Ça veut dire qu'il est vraiment nécessaire de les impliquer à toutes les étapes du processus. Et il est vraiment important de constamment être vigilant à ne pas créer une séparation entre le terrain et le processus que vous souhaitez mener. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir et que moi, j'ai pu voir durant ces 4 années chez Mission Publique. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Et ensuite, pour que ce moment doit être le plus inclusif possible, pardon, à l'image de la démarche tout entière, il est primordial, selon nous, d'avoir 2 principes clés en tête. Premièrement, de bien faire comprendre aux futurs participants que leur participation est libre et sous contrainte. Alors ce principe-là, c'est intéressant parce qu'on avait discuté avec notamment l'AMSEN dans la présentation, et il vous en dira quelques mots. C'est une condition importante, mais vous verrez qu'en application, et peut-être que vous aussi, vous avez des expériences similaires, parfois elle peut poser des problèmes d'application, notamment quand il s'agit de projets à long terme qui demandent un minimum de continuité. Ça, c'est pareil, ce serait intéressant d'avoir vos retours d'expérience là-dessus. Et ensuite, de maintenir la motivation tout au long de la démarche. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que l'étape de mobilisation et d'animation s'entrecroisent. Parce que là, c'est une chose de les mobiliser, mais c'est une autre de les garder durant tout le long du processus. Et là, ça pose toute une série de principes d'animation sur lesquels il sera bon peut-être d'insister et de revenir dans les temps d'échange. Et ce qu'on a identifié dans ce rapport également, c'est quelques billes très pratico-pratiques pour s'assurer d'une mise en œuvre effective de ces principes. Donc, j'en donne quelques-uns. S'assurer de l'accessibilité, c'est bête, mais c'est très important. Les horaires, la possibilité de mobilité sur le territoire, en rappelant encore une fois aux futurs participants et participants qu'ils peuvent se retirer ou qu'ils peuvent adapter leur participation au regard de leurs contraintes. D'indemniser et d'effrayer les personnes, ça c'est quelque chose qui, de manière générale,
ça concerne à peu près tous les publics. C'est vraiment une controverse qui traverse le champ de la participation depuis ses origines. Faut-il indemniser ou non? Bon, bah, nous, notre parti pris, c'est évidemment qu'il le faut et qu'il faut également les défrayer. De présenter le processus, les objectifs, les attendus et les limites. Ça, c'est vraiment important que dès ce moment de rencontre et de mobilisation, les personnes soient au clair sur ce qu'ils vont faire, sur ce que ça peut leur apporter, et aussi d'écouter leurs besoins et si besoin de co-construire la démarche avec eux. Là, ça demande du temps. Donc vraiment, la notion de temps dans la période de mobilisation est vraiment essentielle. Et enfin, de partager et valider les productions, les avancer tout au long de la démarche pour qu'ils puissent vraiment se sentir co-décideurs, d'une certaine manière, de cette démarche de participation. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que c'était déjà suffisamment long. Comme évoqué, le rapport revient vraiment sur une série de garde-fous et éthiques, notamment dans l'animation. Donc, on pourra en reparler. Et je laisse mes collègues présenter leur projet. Merci, Clotilde. Merci Pierre. Du coup, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, merci déjà pour cette approche qui est très méta. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le temps d'échange final. On va laisser la parole à Lame au niveau d'une expérimentation autour des jardins nourriciers. Donc, bonjour tout le monde. Avant tout, excusez-moi. Donc, j'ai un problème technique avec ma vidéo, donc vous ne me verrez pas. Voilà, donc merci à la chaire voilà, de nous avoir invités de participer, de témoigner sur ce webinaire sur la participation, la mobilisation des publics en situation de précarité. Donc, je rappelle que je suis Lam, chargé de projet Jardin nourricier au PITR de Lorraine. Donc, ma mission, c'est d'accompagner les porteurs de projets à développer des jardins collectifs à vocation nourricière. Voilà, donc le plan de ma présentation sera axée sur 3 points. Donc, je ferai un focus sur les LaboCap, un outil favorisant une meilleure participation des personnes aux orientations de la DIDA. Donc, ça fait le lien avec le rapport que Pierre a abordé tout de suite. Donc, ce rapport est issu de ces LaboCap. Donc, on focus aussi sur les jardins partagés nourriciers. Donc, il m'a été demandé de faire le point sur le développement des jardins nourriciers sur Terre de Lorraine, que la chaire agriculture urbaine a accompagné depuis 2019. Donc, ensuite, le dernier point, ça sera axé sur un témoignage sur la mobilisation et la participation des personnes en situation de précarité. Donc, les points que je vais aborder, c'est d'abord la méthodologie de mobilisation, comment on mobilise ces personnes dans les jardins nourriciers. Et le dernier point, ça sera les constats. Les constats qu'on a fait sur la participation après 5 ans d'expérience. Voilà. Donc, vous pouvez écouter Coldi. Donc, les LaboCap, qui signifie analyse, proposition, comment dirais-je, constat, analyse et proposition dans le cadre de la DIDA. Donc, comme l'a dit Pierre, donc les LaboCap, ça a été utilisé par ATD Carmon quand il travaillait sur la couverture maladie universelle. Donc, Iguette Boissonna, voilà, qui anime ces LaboCap, voilà, avec Caroline Després, ont transposé cet outil en terre de Lorraine pour réfléchir sur les orientations de la dignité dans les assiettes. Donc, pour assurer une meilleure participation des personnes en situation de précarité dans les dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire. Donc, l'objectif de ces LaboCap, d'abord, c'est de favoriser la participation des personnes concernées par des situations de précarité alimentaire et aussi des professionnels et bénévoles qui travaillent sur ces questions. Par ailleurs, ça permet aussi d'ajuster la démarche et les actions aux besoins des habitants par un croisement des savoirs et des expériences. Donc, comment s'organisent ces LaboCap? Donc, ces deux groupes, les participants sont séparés en deux groupes. Un groupe constitué de professionnels et un groupe constitué de personnes vivant des situations de précarité. Donc, chaque groupe travaille sur le même thème séparément et qui est animé par vraiment des animateurs qui ont de l'expérience sur le sujet, notamment Huguette Boissonna et Caroline Després. C'est des animateurs qui garantissent vraiment un cadre sain qui permet à ces personnes en situation de précarité de bien s'exprimer, de dire leur expérience sur la thématique
Et ce qui ressort de ces labocapes avec le croisement est qu'on s'en rend compte que tous les acteurs ont les mêmes objectifs, malgré les contraintes, les malentendus qui existent souvent entre les travailleurs sociaux et qui sont exposés, voilà, qui sont toujours en face de ces personnes qui vivent des situations de vulnérabilité, de précarité, malgré que les dispositifs, les politiques mises en place ne sont pas prises par eux. Et automatiquement, ces personnes, ils sont fâchés quand ils ont reçu des orientations, quand ils n'ont pas eu vraiment une réponse favorable à leurs attentes. Avec ces labocap, on s'en rend compte que tout le monde a les mêmes objectifs de bien faire. Ça permet une meilleure compréhension déjà entre ces acteurs professionnels et travailleurs sociaux. Donc, pour dire que ces labocap peuvent être utilisés pour des objectifs opérationnels, ça a permis vraiment de développer les dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire qu'on a sur Terre de Lorraine, notamment Amplet et Cagette et les jardins nourriciers dont je coordonne. Il est aussi utilisé pour faire avancer des politiques, donc la participation au non-recours aux droits, donc sur le chèque alimentaire. Donc tout ça, c'est des commandes qui ont été faites par d'abord le Sénat, la métropole du Grand Nancy, pour travailler pour ces questions. Parce que comme l'a dit Pierre, il faut avoir un cadre, avoir des acteurs qui peuvent mobiliser ces personnes pour les mettre dans des conditions où ils vont participer. Donc, le territoire Terre de Lorraine est référencé en ce sens, voilà, en ayant la capacité de mobiliser des professionnels du territoire qui travaillent sur ces questions, notamment des travailleurs sociaux, et aussi des personnes vivant des situations de précarité. Donc, je rappelle que ça demande aussi un coût. Donc, souvent, c'est le pays Terre de Lorraine qui finance ces labocap via des fonds qu'il mobilise dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire, notamment le programme TETRA et d'autres programmes. Et donc, ça fait au minimum 3 000 euros. Parce que comme Pierre l'a présenté, ce rapport, ça demande à être descripté avec du sérieux. Donc, c'est un travail vraiment intellectuel qui fait que ça demande vraiment de l'argent pour payer, voilà, ceux qui font la transcription. Au-delà de ça aussi, il y a le repas du jour, voilà, qui est aussi un moment important qui permet de mettre en lien, de favoriser les liens des échanges entre les différents acteurs, les professionnels, les animateurs. C'est très important aussi dans les labocap. On peut passer au diapo suivant. Donc, ici, je fais le focus sur l'essaimage des jardins nourriciers sur le pays Terre de Lorraine. Donc, je reviens rapidement sur le contexte. Donc, depuis 2016, les élus du territoire Terre de Lorraine avaient la volonté politique de travailler sur l'accès à l'alimentation pour tous. Donc, c'était vraiment une démarche collective. Donc, comment mettre en œuvre, comment travailler sur l'accessibilité sociale de l'alimentation pour tous. Donc, la méthodologie était d'abord de réunir un collectif d'acteurs, notamment des centres sociaux, comment dirais-je, des CAS, des CCAS, des professionnels de l'action sociale, des associations d'aide caritative, des agriculteurs du territoire pour travailler sur ces questions. Donc, c'était des réunions qui sont organisées, donc des réunions plénières, des laboratoires d'usage. Et c'est à partir de souvent, la plupart des propositions, des dispositifs qui sont mis en place sur Terre de Lorraine ressort de ces réunions participatives. Et en 2018, il y avait un labo d'usage à Neuve-Maisons. Neuve-Maisons, c'est une ville. Et lors de ce labo d'usage, la ville de Neuve-Maisons s'était engagée à développer un jardin nourricier qui a été évoqué comme solution, comme une autre approche de lutter contre la précarité alimentaire. Donc, c'est là que la chaire agriculture urbaine s'était proposée de mettre à disposition un stagiaire qui va les accompagner à mettre en place ce jardin nourricier. Donc, pour rappel, ce qu'on entend par jardin partagé nourricier, au pays Terre de Lorraine, dans la DIDA, on entend par jardin partagé nourricier un jardin collectif qui affiche une vocation de nourrir des personnes. Donc, il y a une forte priorité accordée aux personnes qui vivent des situations de précarité. Donc, c'est différent d'un jardin partagé où on a vraiment la vocation de faire de la pédagogie
de venir quand on veut. Donc, sur ces jardins, ça demande un certain investissement pour que ça soit productif. D'où la question de la participation et de la mobilisation sont des enjeux très, très importants sur ce dispositif. On fait on fait par les habitants, on fait avec les habitants, mais on ne fait pas pour eux. Donc, notre mission sur ces projets collectifs, c'est de favoriser une meilleure participation de tous. Ne pas être porteur des projets, mais être là pour les écouter, les orienter, favoriser que tout le monde participe. On peut continuer sur l'autre slide. Oui. Donc, focus sur le jardin partagé nourricier de Neuve Maisons. Donc, si je fais le focus sur le jardin partagé nourricier de Neuve Maisons, donc ce jardin a une particularité sur la démarche de la dignité dans les assiettes. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le jardin pilote et expérimental de la démarche de la dignité dans les assiettes que le pays Terre de Lorraine, avec ses partenaires, notamment la chaire agriculture urbaine, a investi avec deux stages de M1 et de M2. Et aujourd'hui, ce projet voilà, est cultivé, comment dirais-je, la surface cultivée est de 4500 mètres carrés. Donc, ce qui veut dire que ça demande un investissement, ça demande une implication, une appropriation des habitants pour que le projet fonctionne. Donc, sur les photos que j'ai montrées, vous avez vu en mars 2020, l'état du jardin et mars 2023, l'état du jardin. Donc, ces photos sont prises au même endroit, donc c'est les mêmes endroits. Vous voyez nettement comment le projet évolue et l'image, toutes les images révèlent font passer à un projet collectif, font penser à la participation différente de plusieurs personnes, des hommes et des femmes qui travaillent. Donc, rapidement, j'ai essayé de montrer des images pour montrer la vocation nourricière de ce jardin. Pour montrer la vocation nourricière de ce jardin. Ces photos sont des photos ici des récoltes de l'année dernière. Donc, les récoltes sur ces jardins sont estimées de 25 à 35 paniers de légumes, de 8 à 10 kilos en fonction des saisons et c'est sur la période de juillet jusqu'à septembre qu'on a ces récoltes. Donc, les récoltes peuvent varier, mais voilà vraiment l'estimation. Des fois, on a deux récoltes de la semaine, souvent le mercredi et le samedi. Donc, ça dépasse largement les 35 paniers de légumes par semaine. Donc, au-delà de ça aussi, je voulais dire que au-delà de la vocation nourricière de ce jardin, des jardins partagés, donc les jardins sont des lieux de vie, des lieux pour créer des liens sociaux, mais pas seulement un lieu pour produire. C'est très important aussi à prendre en compte dans le cadre de la participation. Il y a des personnes qui viennent pas pour jardiner, mais pour retrouver du monde, pour sortir de leur isolement, échanger. Donc, c'est des choses très importantes à prendre en compte sur ces projets de jardin nourriciers. Donc, l'essaimage des jardins nourriciers sur le pays Terre de Lorraine. Donc, comme je l'avais évoqué, le pays Terre de Lorraine, avec la ville de Neuve Maisons, ont commencé à travailler sur ce projet depuis 2018. Donc, après le développement rapide, le succès qu'a eu ce projet, le pays s'est dit que l'objectif, c'est d'essaimer des jardins nourriciers sur le territoire. Donc, ça a pris du temps pour qu'on arrive. Et je rappelle qu'il existait sur le territoire des jardins partagés, mais dont la vocation, ce n'était pas nourricière, c'était des jardins partagés, vocation pédagogique, création de liens sociaux. Donc, on s'était dit, on va s'appuyer sur l'existant en mobilisant tous ces porteurs de projets jardins, et on a créé ce qu'on appelle le réseau des jardins nourriciers Terre de Lorraine, qui est composé aujourd'hui de 16 jardins partagés sous plusieurs formes, c'est-à-dire des jardins collectifs, des jardins pédagogiques, des jardins partagés nourriciers. Et le but de ces réseaux, c'est de favoriser un cadre d'échange entre ces porteurs de projets. Donc, on a eu des progrès voilà, sur l'essaimage des jardins nourriciers. Je rappelle qu'en 2018, il n'y avait que la ville de Neuve-Maisons qui s'était engagée sur cette vocation de développer un jardin nourricier pour les personnes en situation de précarité. Et maintenant, on est à 9 jardins
qui sont d'accord, de travailler sur ces questions, sur la vocation nourricière et la priorité accordée au public en situation de précarité sur ces jardins. Et comment? C'est via la signature d'une convention où toutes les conditions pour bénéficier de l'accompagnement, c'est-à-dire de mes missions comme chargé de projet, animateur, et aussi des financements que que le pays mobilise pour accompagner des jardins nourriciers. Donc, en ce moment, on est à 9 jardins qui ont vraiment la vocation nourricière et axée sur des personnes vivant des situations de précarité. Comme vous le voyez sur le territoire, donc on est sur un territoire de 4 communautés de communes, donc 100 communes. Vous voyez une répartition inégale des jardins sur la carte. Vous voyez surtout dans le couloir, vous voyez 6 jardins partagés avec une micro-ferme qui est en projet. Si vous venez sur le territoire de la commune de commune Moselle et Madon, il y a un seul jardin partagé, nourricier, donc qui est le premier jardin qu'on a développé, le jardin nourricier de Neuve Maisons, qui est le jardin pilote et expérimental, qui nous permet de donner l'exemple, de montrer aux autres que collectivement, on peut faciliter aux personnes d'accéder à la terre et de produire leurs propres légumes. Donc, on reçoit pas mal de visites. Tous les porteurs de projets qui veulent se lancer sur la dynamique, on les fait croiser avec Neuve Maisons pour qu'ils voient comment ils pourraient avancer sur leur projet. Il y a aussi le jardin partagé de Brésil dans le Saint-Ouen, un seul jardin, et le jardin partagé de Favière sur le pays Colombes-les-Belles. Donc là, on est à moins sur chaque commune de communes, on a un jardin partagé nourricier qui se développe. Donc pour l'instant, l'objectif, c'est de travailler sur la consolidation de ces jardins, ensuite de voir comment accompagner le développement d'autres jardins sur le territoire. Donc, la mobilisation des personnes en situation de précarité. Donc, ici, je vais aborder la méthodologie. Comment on fait, nous, au Pays Terre de Lorraine, pour mobiliser les personnes sur les jardins partagés. Donc, c'est une démarche collective. Donc, depuis le début, depuis 2016, on s'est dit, pour toucher le public en situation de précarité, on va passer par les travailleurs sociaux, les CCAS, les associations d'aide alimentaire, donc pour les mobiliser. Et comment aller présenter le projet et d'essayer de les convaincre d'adhérer à ce dispositif, de les montrer qu'il y a possibilité de trouver des légumes de qualité en faisant le jardin, en cultivant collectivement. Donc, l'autre méthode aussi, c'est le bouche à oreille. Donc, les jardiniers, les porteurs de projets, ils sont ambassadeurs de leur projet. Ils parlent du projet autour d'eux, voilà, via des connaissances et des personnes qu'ils identifient eux-mêmes étant en situation de précarité. Il y a aussi la présence à des rencontres. Donc, comme je l'ai évoqué, il faut être présent à des rencontres, des brocantes, des mains vertes pour déjà être identifié par les acteurs de la solidarité sur le territoire afin qu'eux aussi, ils puissent parler à leur, euh, comment dirais-je, à leur famille, aux personnes qu'ils accueillent. Il y a ce dispositif qui existe, qui est une alternative pour voilà, se nourrir dignement et sainement. Donc, il y a aussi des outils de communication, notamment des flyers qu'on met à disposition aux associations d'aide alimentaire, aux CCAS, aux travailleurs sociaux. On les appelle les acteurs relais. Il y a aussi le Facebook, qui est aussi très intéressant pour communiquer, pour faire la promotion du jardin et donner envie à d'autres personnes de rejoindre un projet ou bien de créer eux-mêmes un jardin sur leur territoire. Et surtout aussi de partager les belles récoltes pour montrer aux personnes que ce n'est pas seulement un jardin, mais c'est vraiment des jardins auxquels tu peux trouver de quoi manger. On peut continuer sur l'autre slide. Donc, ici, sur ce diapo, je vais évoquer voilà, la participation des personnes sur les jardins. Donc, je vais mettre l'accent sur les constats. Qu'est-ce qu'on a constaté après 5 ans d'expérience et aussi en essayant aussi de donner les solutions, les pistes de solutions qu'on propose. Donc, le constat, les constats qui sont faits est que
il y a une grosse difficulté, une grande difficulté de mobiliser les personnes en situation de précarité sur les jardins. Et les raisons sont multiples. Donc, pour ces personnes, c'est très difficile de faire le premier pas. D'abord, d'appeler pour dire que je suis intéressé par le jardin, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à finir les fins de mois. Ça, c'est une grosse difficulté. Donc, il y a aussi des problèmes de santé. La plupart de ces personnes souffrent de beaucoup de maladies. Récemment, cette semaine, j'ai reçu une dame qui venait à un jardin, qui m'a envoyé un message groupé avec la présidente d'une association pour dire qu'il est désolé, mais il ne peut plus participer au jardin parce que il se sent incapable et pour elle, elle n'est pas profiteur, elle ne peut pas continuer à venir au jardin alors qu'il ne peut pas apporter grand-chose. Il a d'énormes soucis de santé pour confirmer ce que je dis sur les problèmes de santé. Donc, au-delà de ça aussi, il y a le manque de confiance, peur de ne pas pouvoir apporter grand-chose, de ne pas avoir des compétences pour faire du jardin, parce qu'il faut le noter, le jardin demande un minimum de compétences. Voilà, donc il y a de la pénibilité, c'est une activité physique. Forcément, ça fait mal au corps. Donc, si tu as des problèmes de santé, c'est pas facile. Donc, la peur d'être jugé par le collectif du fait de sa situation précaire ou du fait qu'on n'a pas les compétences et l'aptitude de jardinier pour être utile au groupe. La question de la dignité revient. Je suis présent et je ne sers pas sers pas grand-chose au groupe, au collectif. Donc, c'est des termes qui reviennent. Donc, le problème, c'est des problèmes de mobilité, pas véhiculés pour se rendre facilement au jardin, si le site n'est pas bien desservi par des transports en commun. Donc, ça, c'est vraiment un frein à la participation, l'accès. Donc, l'autre point que je vais évoquer, c'est que l'autre constat est qu'il y a une participation irrégulière ou non durable des personnes en situation de précarité. Donc, si je dis participation irrégulière, je fais allusion à un jardin partagé. Donc, c'est différent de la participation sur d'autres projets de lutte contre la précarité alimentaire. Comme vous le constatez, un jardin, c'est comme une personne. Il doit manger, les plantes, ils doivent manger de l'eau, ils doivent être nourris, ils doivent être entretenus. Donc, ce qui veut dire que ça demande un minimum d'investissement. Et le constat est que avec les personnes qui vivent des situations de précarité, c'est très difficile de participer régulièrement, de suivre la dynamique du groupe. La plupart de ces personnes n'arrivent pas à suivre le rythme des jardiniers. Donc, de longues absences sont notées, des absences qui rendent encore plus difficile leur intégration dans le groupe quand elles reviennent. Donc, c'est-à-dire après une longue absence, la personne arrive, elle trouve que le projet a évolué, le projet avance sans lui. Donc, c'est des questions humaines, la question de la dignité revient, ça les dépasse. Automatiquement, la personne commence à se juger, à se justifier sans qu'on ne le demande. Parce qu'il faut noter qu'aussi dans la DIDA, donc il y a cette question de la libre participation qui est importante et qui est inscrite dans la charte, la libre participation. Même si c'est une libre participation, psychologiquement, mentalement, certaines personnes n'arrivent pas à le gérer. Ils disent finalement, je vais laisser parce que je ne peux pas participer à ce collectif, ma participation est minime, ma participation n'est pas productive. Et la question qui se pose, c'est quand la participation est considérée par les autres et quand toi-même tu te considères, tu es satisfait de ta participation. Donc, l'autre constat est une participation régulière et durable, et souvent noté chez les étrangers en situation irrégulière. Donc, pour dire que les personnes vivant des situations de précarité ou bien des difficultés socio-économiques en France, c'est divers et public. Donc, les formes de précarité sont diverses. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire de l'Albanie, de la Serbie. Eux, ils n'ont pas des problèmes de santé. Leur seul problème, c'est de ne pas avoir des papiers pour travailler.
mais donc ils sont en bon état de santé et la plupart d'entre eux, ils faisaient le jardin dans leur pays d'origine, ils le faisaient avec leur famille, donc ça fait partie de leur culture. Donc, dans les jardins, on constate que ces personnes, ils participent régulièrement au jardin. Pour eux, le jardin n'est pas une peine, mais c'est un plaisir pour eux de venir au jardin, donc de faire une activité qui a du sens et aussi ça nous permet aussi de valoriser leurs compétences et aussi d'être utile, de servir quelque chose à un collectif en partageant leur savoir-faire, leurs connaissances sur le jardin. Et je reviens sur un autre constat. Quand la libre participation sans contrainte, obligation devient un blocage au développement des jardins partagés. Et là, le constat est qu'une longue absence peut rendre difficile la réintégration d'une personne dans un jardin partagé. La honte de son absence, c'est plus fort que la personne. Même si le fonctionnement du jardin est basé sur la libre participation, la personne absente pendant un certain moment essaie de se justifier. La personne se sent profiteur quand il revient après une longue absence et on trouve que le projet avance sans moi. On voit l'avancée du projet. On sait nettement qu'il y a des personnes qui s'investissent plus, même si la participation se fait librement. Donc ici, pour dire que même si tu ne participes pas, tu viens quand tu peux, tu t'absentes au jardin pendant 2 à 3 mois, tu viens, tu, tu vois qu'il y a des personnes qui étaient là et qui tiennent le projet à cœur. Et souvent, c'est des personnes qui ne sont pas en situation de précarité, mais des militants qui adhèrent au projet, qui veulent que le projet fonctionne. Donc, c'est eux qui vont s'investir plus et ça devient malheureux parce que ça devient une responsabilité, une longue charge sur eux. Donc, où il faut voir comment trouver un équilibre, le juste milieu pour assurer une bonne participation, que le projet ne soit pas quelque chose qui déstabilise, qui impacte sur la vie de ces personnes très engagées. Donc, l'autre constat est la participation de personnes en situation de précarité inexpérimentées en jardinage peut être source de conflits ou de malentendus. Donc, pour évoquer un autre constat, beaucoup de personnes qui vivent des situations de précarité, notamment ici en France, où l'accès à la terre ou bien où le jardinage n'est pas quelque chose de naturel, tout le monde n'a pas les compétences pour jardiner. Donc, on se retrouve avec des personnes inexpérimentées qui n'ont aucune connaissance en jardinage et qui font beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs ne sont pas souvent acceptées, ne sont pas souvent comprises par le collectif. Des fois, les jardiniers, les jardiniers expérimentés, c'est-à-dire ceux qui savent jardiner, ils pensent que ces personnes font ce qu'ils veulent, ils n'accordent pas d'importance au projet, ils n'arrivent pas du tout à tolérer ces erreurs. Et la conséquence est que ces personnes se déresponsabilisent, ces personnes ne prennent plus d'initiative, ils ont peur de toucher à quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que si je sais cela, je ne vais pas faire une erreur? Et qu'il y en a certaines qui vont s'engueuler derrière moi. Et c'est là où c'est important le rôle d'un animateur qui est conscient de ces enjeux et de l'origine du parcours de chaque personne pour savoir ce qu'il peut faire et s'il commet une action, il sait nettement que ce n'est pas il veut faire mauvaise chose, mais c'est son parcours qui fait que voilà, il ne peut pas, il ne sait rien du vivant, donc c'est normal, il faut le comprendre, il doit apprendre de ses erreurs. Donc il y a vraiment une médiation que l'animateur doit faire en ce sens. Donc, l'autre aspect, c'est que les erreurs commises par les novices peuvent être des freins à une meilleure participation des jardiniers expérimentés. Là, je veux dire que les erreurs qui sont commises par ces jardiniers en situation de précarité qui viennent d'intégrer le jardin peuvent constituer un frein pour les jardiniers expérimentés.
Souvent, il m'arrive dans les jardins que je vois un jardinier commence une tâche, un autre jardinier vient pour l'aider, vient participer et il commet des erreurs. Je vois la personne dit que je ne fais plus rien, ils font du n'importe quoi. Donc, c'est vraiment des tensions fortes que je constate souvent dans le jardin. Donc, et là, le rôle de l'animateur, c'est aussi, voilà, de cadrer les choses, de les faire comprendre que non, non, ça va aller, il faut les comprendre. C'est des personnes qui n'ont jamais fait le jardin. Donc, c'est différent de toi. Toi, tu faisais le jardin depuis le bas âge avec tes parents. Donc, c'est naturel. C'est naturel. Mais il faut comprendre que eux, ce n'est pas le cas. Ils, ils viennent de faire le jardin ici. Ils voyaient des plantes, ils voyaient des légumes, mais ils ne savent pas. Par exemple, sur le jardin, tu vois des personnes, tu les donnes un plan, ils le posent en surface en pensant qu'ils l'ont planté. Ces genres d'erreurs, c'est incompréhensible pour certaines personnes qui ont longuement fait du jardin, qui faisaient le jardin depuis le bas âge. Donc, il y a vraiment cette mixité de public, de personnes qui viennent d'horizons divers, qui ont vécu des histoires très, très, très diversifiées, voilà, à essayer de trouver vraiment un bon cadre pour que tout se passe bien. Donc, l'autre constat, c'est une question: comment favoriser la participation et la communication avec les étrangers qui ne comprennent pas le français. Ça aussi, c'est un grand problème sur les jardins. Comme je l'ai évoqué, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers qui ne parlent pas le français, qui ne l'écrivent pas et qui doivent travailler avec des Français qui sont dans le jardin sur des actions, sur le jardinage qui n'est pas maîtrisé par tout le monde. Donc, comment se comprendre? Alors que, comme je l'ai dit, ces étrangers venant de l'Europe de l'Est, de l'Albanie, de la Serbie, c'est des personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences en jardinage. Et comment faire pour qu'il y ait une bonne transmission, pour qu'il y ait de la compréhension. Et c'est là aussi que l'animateur de jardin va jouer un rôle. Déjà, en prenant le temps, en ayant la patience de les écouter pour comprendre exactement ce qu'ils veulent exprimer, quelle est leur idée, quelle est leur proposition. Et à part ça aussi, comme outil pour faciliter voilà, la communication, donc il y a des applications sur des applications Google Traduction qui sont accessibles, qu'on peut télécharger, qui permet de faire la traduction du français à d'autres langues. Souvent, voilà, la traduction n'est pas très fidèle, mais on trouve toujours en l'utilisant tu arrives maintenant à comprendre si la traduction existe ou pas. Ensuite, tu essaies de modifier. Donc, il y a ça. Donc, il faut toujours rappeler la charte pour régler ces conflits, c'est-à-dire faire comprendre aux personnes avant que tu adhères au jardin. Il y avait une charte que tu as signée. Et dans cette charte, il y avait ceci: il faut comprendre les autres, il faut respecter les autres. Donc, le jardin, c'est un cadre d'échange, c'est un lieu où on doit apprendre, où on doit découvrir, il faut le comprendre. Donc, tout ça, ça fait partie des choses qui facilitent voilà, la collaboration des personnes, une diversité de publics sur les jardins partagés. Donc, voilà. Donc, merci pour votre attention. Merci, Lame. J'ai quelques questions pour toi. On aura bien entendu à la fin un temps d'échange. Mais en tout cas, j'avais des questions sur justement les jardins partagés. Est-ce que c'était une question qui est revenue deux fois? Est-ce que c'est des jardins à parcelles individuels ou alors des jardins collectifs? Est-ce que tu peux préciser? Voilà, effectivement, donc c'est des jardins collectifs. C'est des jardins collectifs. Et en fonction du porteur de projet, ils peuvent adopter divers fonctionnements. C'est-à-dire, au sein d'un jardin partagé, il peut y avoir des des parcelles individuelles dédiées à des gens qui le souhaitent, mais à condition de participer au collectif. Impérativement, il faut participer au collectif
avant de pouvoir avoir une petite parcelle. Parce que comme je l'ai évoqué, on revient toujours sur la question de la participation. En jardinage, il y a plusieurs manières de jardiner. Il y a des pratiques agroécologiques, il y a la permaculture, le jardinage au naturel, le jardinage à la tradition. Et on a tous des personnes, on a une diversité de personnes qui adhèrent à ce genre de pratiques et chacun essaye de dire qu'on doit adopter cette pratique, on ne doit pas bêcher, on ne doit pailler, on doit faire de la permaculture. Et donc, ces parcelles individuelles permettent d'attribuer à ces personnes de petits bouts pour qu'ils prouvent aux personnes que cette méthode fonctionne. Donc là, tu n'auras pas à imposer au collectif que voilà ce qu'il faut qu'on procède de cette manière. Si tu viens, tu dis que cette manière adoptée par le collectif ne me convainc pas. Voilà la bonne manière qui respecte l'écologie. On te dit, voilà une parcelle, tu l'expérimentes, tu montres. Si ça marche, voilà, les gens vont adhérer forcément. Voilà aussi l'importance des parcelles individuelles. Donc, ça permet aux personnes de savoir aussi comment ils évoluent sur les pratiques. Ok. Mhm. Et il y avait une autre question, c'était par rapport au jardin de Neuve Maison. Comment les habitants sont-ils impliqués dans le choix des produits cultivés? Est-ce que les... Est-ce que les habitants sont impliqués dans le choix des produits cultivés? Ah oui, tout est décidé par les habitants parce que je rappelle que je ne l'ai pas dit dans le diapo, mais je rappelle que ce jardin, la ville de Neuve Maison qui accompagnait ce projet, n'avait pas comme vocation de porter le projet. Il avait comme vocation de le créer pour les habitants. Donc, au fil des concertations, ce qui était sorti, c'était de créer une association pour une meilleure appropriation des habitants par une meilleure appropriation des habitants du projet. Donc, il y a une association qui s'appelle l'Association des jardins partagés de notre maison, qui est autonome, qui est indépendant, qui gère la gouvernance de son jardin. Et nous, le pays, moi, en tant qu'animateur, voilà, je suis facilitateur. Je les aide voilà, sur le montage de dossiers, demande de subvention, appel à projet et aussi un accompagnement technique sur le jardinage. Donc, tout est décidé par les habitants. Merci beaucoup. Et du coup, par rapport au terrain, est-ce qu'il appartient à la commune? Donc, le terrain, voilà, c'est aussi une particularité sur le jardin partagé de nos maisons parce que en 2018, lorsque la ville de nos maisons souhaitait développer ce jardin, il n'avait pas du tout de terrain, il n'avait pas de papiers communaux. Donc, ce jardin que vous voyez se situe sur une commune limitrophe qu'on appelle la commune de Pont-Saint-Vincent. Et en 2018, donc, la ville de notre maison donc, avait rencontré la ville de Pont-Saint-Vincent pour le demander de mettre à disposition un jardin. Et la ville de Pont-Saint-Vincent a accepté de donner gracieusement ces 4500 mètres carrés à la ville de nos maisons, ensuite à l'association qui s'occupe aujourd'hui du jardin. Et pour dire que ça a même été source de conflit dans ce jardin, parce que sur les parties communaux, c'est des parcelles qui sont louées à l'année, alors que la ville de Pont-Saint-Vincent a donné gracieusement à l'association, le jardin, donc ça a créé des conflits. Les jardiniers qui étaient aux alentours, ils disaient que pourquoi vous ne payez pas alors qu'on paye et vous avez de l'argent. Ils voient qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur le projet, donc ça a créé de la jalousie. Et juste sur la question des professionnels de la production alimentaire, est-ce que on peut dire qu'il y a des professionnels qui sont salariés aujourd'hui sur ce projet? Je n'ai pas bien compris, c'est dit la Bah, question. en gros, est-ce que il y a des salariés qui s'occupent de la production? Enfin, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas précisé toi ton rôle sur le projet. Non, il n'y a pas du tout de salariés. Non, il n'y a pas du D'accord. tout de salariés. C'est vraiment voilà, l'association qui s'en occupe, que des bénévoles. Je pense que le seul salarié dans ce projet, c'est moi. Donc, c'est moi avec une participation.
je ne suis pas à 100% sur ce projet, donc je participe de temps en temps. Donc, c'est vraiment géré par les habitants. Et s'il y a des surplus, donc ces surplus sont donnés aux associations d'aide alimentaire du territoire, notamment le Secours populaire ou bien les Restos du Cœur. Ok, merci beaucoup. Il paraît qu'il y a beaucoup d'écho quand je parle, donc si c'est intenable, je passerai la main à mes collègues. Et je te remercie beaucoup là, mais je vais passer la parole du coup à Émilie pour un autre témoignage qui va Merci. être... Ouais, merci beaucoup. Ah, on avait une autre question pour l'âme. Comment vous êtes-vous assuré d'une participation continue dans le jardin partagé? Je propose, je sais pas l'âme si tu veux répondre ou si Émilie est déjà là. Je peux, si vous voulez. Oui, vas-y en attendant qu'Émilie... Donc, pour dire que donc, sur ce jardin, tous les samedis matins, il y a des séances de jardinage collectif de 9h jusqu'à midi, voire 13h. Et il y a environ 15 personnes en moyenne qui participent. Des fois, on peut être 25 personnes sur les samedis. Et en fonction des activités, des nécessités, des tâches à faire sur le jardin, les jardiniers se donnent rendez-vous. Donc, il y a un groupe WhatsApp qui permet comment dirais-je, qui permet de communiquer facilement, de dire, ah, il faut arroser, il y a beaucoup d'herbes à cet endroit, les tonneaux sont vides, il faut les remplir. Donc, il y a vraiment une très, très, très belle dynamique. C'est vraiment impressionnant ce qui se passe à nos maisons. Je dirais 12 mois sur 12, tous les samedis, il y a du jardinage depuis 2020. Tous les samedis, même en hiver, il y a ces ateliers de jardinage collectif qui se maintiennent à Neuve Maisons. Donc, les personnes ont vraiment envie de se retrouver au-delà du jardinage. Donc, il y a plein de choses. C'est des personnes qui se sont familiarisées maintenant. Et on continue toujours à communiquer parce que l'objectif de l'association n'est pas atteint pour toucher le public. Il continue de communiquer pour toucher d'autres publics en situation de précarité alimentaire. Merci beaucoup, Lame. Émilie? C'est bon. Bonjour à tous. Donc moi, je ne suis pas encore clonée, mais presque, mais c'est le souci de Zoom, techniquement. Alors moi, j'ai le plaisir de vous présenter le PTCE, donc un pôle territorial de coopération économique du Pays de France, donc situé dans l'est du département du Val d'Oise. Nous avons actuellement l'équipe se compose de deux services civiques, une stagiaire étudiante à Paris 8 en M2 et moi-même chargée de développement de cette belle association. Alors, vous avez dû entendre parler de nous sous l'association Karma. Donc, il faut savoir que le PTCE a émergé par rapport à l'association Karma qui a lutté avec les terres, pour les terres agricoles, préserver les terres agricoles sur le triangle de Gonesse à la place du très gros projet qu'il y avait Europa City, qui voulait mettre une piste de ski 24 heures sur 24, 3 jours, 365 jours de l'année. Et donc, il y a un regroupement de militants de tous bords, venant de tout milieu, se sont réunis donc pour lutter pour la préservation de ces terres. Après, l'association est donc bien caractérisée par rapport à cette lutte. Il y a eu, avec une émulsion à travers les différents acteurs, pour créer un pôle territorial de coopération économique. Et donc, nous avons créé là une préfiguration de ce fameux PTCE qui, aujourd'hui, a été créé en novembre 2022. Et nous avons donc agi depuis sur le territoire de Roissy, Pays de France. Alors, comme vous le savez, comme chaque projet, on a un projet idéal, on rêve de plein de choses et malheureusement, la vitesse sur le terrain n'est pas la même. Et donc, nous voulions au départ avoir un tiers-lieu nourricier sur la ville de Gonesse, qui a malheureusement pas pu se faire en raison des problèmes techniques sur le bâti. Le plafond allait nous tomber sur la tête. Et donc, nous nous sommes mis activement à chercher un lieu. Et entre-temps, et c'est ce qui finalement est peut-être
peut-être la chose la merveilleuse qui nous est arrivée, nous avons donc décidé de réaliser, en attendant d'avoir ce lieu, une recherche-action sur la précarité alimentaire sur la ville de Goussainville. Et donc, ce qui nous a permis de valoriser toutes les actions et les envies du territoire et des habitants. Donc, nous sommes partis questionner les gens avec 3 services civiques sur leurs habitudes alimentaires, sur leurs difficultés de tous les jours, sur toutes les problématiques que l'on peut connaître et que l'on peut découvrir aujourd'hui sur les différents sujets que nous allons aborder. Pendant 1 an, nous avons arpenté les rues. Et je pense que cette expérience a été formidable dans le sens où aujourd'hui, on est reconnu sur le territoire de la ville de Goussainville, à la fois par les acteurs, à la fois par le public. Et ce qui nous a permis aujourd'hui, à l'ouverture du tiers-lieu que nous avons ouvert maintenant il y a à peu près 1 mois, de créer une émulsion autour de ce lieu et d'être reconnu et d'être accepté par la population. Ce tiers-lieu donc a été ouvert, comme vous pouvez le constater, et inauguré en grande pompe avec Monsieur le maire, qui aujourd'hui a un succès puisqu'on a entre 20 et 30 personnes qui frappent à la porte tous les jours. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas que la précarité alimentaire, mais on va toucher toutes les précarités. Voilà, donc on pourra rentrer un petit peu dans le détail à la suite de la prochaine slide. Alors, un petit rappel, le PTCE avait 3 piliers. La recherche-action, dont je viens de vous expliquer, le tiers-lieu nourricier et le projet d'un complexe agricole. N'ayant pas eu ce projet, on s'est refocalisé sur le diagnostic, bien sûr, en partenariat avec Christine Aubry, qui a suivi ce projet de très près et qui a mené les opérations avec nous, avec les jeunes qui nous ont aidés dans cette mission. Et nous avons actionné en fonction des besoins, en fonction de ce qu'on a pu ressortir du public, tout de suite 3 projets. La création d'un comité interacteur et un CLAPS, qu'on a appelé le comité local de l'alimentation pour la santé. Nous avons aussi réalisé, grâce aux opportunités que nous avons pu voir dans notre réseau, une alimentation, c'est-à-dire d'avoir des opérations choc sur des légumes bio déclassés par les grandes surfaces, et donc de nous permettre d'avoir des prix tout à fait accessibles et donc faire des grosses opérations patates douces. Et on a aussi créé un événement autour de la disco soupe cet hiver, avec bien sûr les légumes que nous avions récupérés. Et là, ça a été un vrai succès puisqu'on a fait à peu près plus de 200 personnes et plus de 120 litres de soupe, avec un concours, avec toutes les femmes et les enfants qui nous ont aidés pendant les mois sur le terrain. Donc, c'était vraiment un moment très festif et très agréable. Ils nous demandent déjà de le refaire. Voilà. Et donc, après, nous avons donc ouvert le tiers-lieu, comme vous le disiez. Et là, aujourd'hui, l'objectif pour nous, sur l'année 2024 et début 2025, c'est de vraiment développer ce tiers-lieu nourricier en coopération avec les différents acteurs, ce qui est important, parce que l'objectif du PTCE, c'est de lancer les initiatives, mais pas forcément de faire, mais au moins d'accompagner les acteurs qui, malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure l'âme, c'est chacun travaille un peu dans sa chapelle et de dire aux gens, finalement, on fait tous la même chose. On a des liens, on a des points communs, travaillons ensemble dans l'intérêt général et dans l'intérêt des habitants. Et bien sûr, nous sommes toujours en recherche active sur la création de notre projet agricole autour des terres de Gonesse, en tout cas dans l'agglomération Roissy-Pays de France. En quelques mots, pour vous donner le diagnostic, notre diagnostic est disponible sur notre site internet. Donc, vous pouvez le récupérer sans souci. Donc, c'est le ptcepaysdefrance.com. Il est très intéressant. Ça vous montre bien je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, je vous fais... j'essaie de pas trop vous abreuver de mots et de chiffres. Et donc, il fait que vous avez tout ça en ligne et ça permet d'avoir un peu notre méthodologie et d'aller au plus près des habitants. Donc, les mots qui en sont ressortis, voilà, c'est les actions coopératives. Beaucoup de gens qui sont dans de très grande précarité veulent d'abord aider les autres avant de s'aider soi-même.
Dernièrement, on a eu un témoignage très important, c'est que la dame assez virulente devant le tiers-lieu nous a dit qu'il n'y a pas que la précarité alimentaire, il y a la précarité de logement aussi, sur beaucoup de logements de sommeil, malheureusement sur la ville de Goussainville. Il y en a certains qui vivent dans 12 mètres carrés à 6 voire 8. Donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà. Donc là, si vous voulez, on se heurte à d'autres problématiques. Et c'est là où tout a l'importance du PTCE, parce que dans le PTCE, nous avons le CCAS, nous avons des acteurs de l'action sociale. Et là, il va falloir activer le levier de savoir comment nous allons coopérer ensemble en partant de l'alimentation et de la précarité alimentaire pour accompagner les gens dans un chemin pour les aider au maximum pour qu'ils puissent s'en sortir et voir le bout du tunnel. L'autre slide, voilà. Alors, on m'avait demandé de faire un vrai focus sur la patate gousse, donc voilà les chiffres. Donc, je vous rappelle, c'est une opportunité avec un autre partenaire situé en Seine-Saint-Denis qui a une plateforme alimentaire qui permet de regrouper les achats. On a récupéré 1,2 tonne de pommes de terre, parce qu'on s'est focalisé sur la pomme de terre l'année dernière. On a pu offrir 70 kilos suspendus à l'association Saint-Raphaël qui travaille sur la précarité alimentaire. Et tout ça en coopération avec les acteurs du territoire. Nous avons aussi la chance d'avoir eu un chantier jeune, donc de permettre aux jeunes de payer leur permis de conduire. Et ces jeunes ont été une aide formidable parce qu'ils connaissent tout le monde dans le quartier. Les garçons apportaient les courses, les pommes de terre dans les coffres, montaient les étages quand il n'y avait pas d'ascenseur. Donc ça a été un vrai plus pour nous d'avoir ces jeunes-là et tout cela financé en coopération avec le bailleur. Voilà. Donc l'objectif était de créer cette coopération d'acteurs, de dire tous ensemble, on peut y arriver pour amener les kilos de patates au pied des immeubles à un prix à 1 euro le kilo. Voilà, donc permettre aux gens, et on sait que la pomme de terre, tout le monde en mange. Voilà. Et cette année 2024 est un défi. Donc, nous avons fait la semaine dernière, euh, on a commandé 700 kilos de légumes. Donc, nous avons eu l'opportunité d'avoir pommes de terre, carottes, oignons. On était en plein milieu des vacances scolaires. Le lendemain de fête, qui fait que les kilos sont moins partis, mais l'objectif cette semaine est de finaliser les ventes et les gens nous appellent ou nous contactent pour savoir s'il y en a encore. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on se réadapte à chaque fois en fonction des saisons et à chaque fois comme on peut. Voilà. Oui, tout à fait. Les légumes viennent de la plateforme du Bon Transit en partenariat avec Benjamin, le directeur. Les perspectives de développement, donc comme je vous le disais, c'est de développer le tiers-lieu avec les actions autour de la santé et du développement durable, de poursuivre ces ventes de patates gousses avec d'autres légumes et fruits en collaboration avec les acteurs locaux et les agriculteurs, on espère. Je reviendrai juste sur ce petit point et d'accompagner les ventes à la fois dans les murs pour connaître ce lieu et de jouer avec le hors les murs, dans les murs, ce qui nous a permis d'être aujourd'hui reconnus sur le territoire. Et de développer le comité local de l'alimentation pour la santé qui est composé que d'habitants et de faire émerger les projets des habitants et de ce qu'ils ont absolument besoin. Alors, je vais faire sourire Christine. J'allais dire que j'allais en parler. Les agriculteurs est un vrai sujet. Dans une vie antérieure, j'ai eu la possibilité absolument de les côtoyer. Et c'est très compliqué le secteur où on est. On a des céréaliers, on a peu d'agriculteurs locaux. Aujourd'hui, après Covid, ils ont une autre façon de travailler. Donc, c'est très compliqué de s'approvisionner au local. Donc, pour l'instant, on a misé sur la coopération avec le Bon Transit. D'autres opérations se font. Mais aujourd'hui, on a un vrai défi de trouver des agriculteurs qui veuillent bien travailler avec nous dans notre philosophie pour leur permettre de vendre leurs légumes à juste prix et surtout de trouver d'autres agriculteurs qui pourraient s'installer avec notre projet de complexe agricole sur notre territoire. Et là, on y travaille avec différents partenaires du territoire, dont l'agglomération, dans le cadre du PAT.
Il y en a plein. Si je réponds en même temps aux questions, il y en a plein. Il faudrait, voilà, il y a plein de coopérations qui peuvent se faire. Là, si vous voulez, on en est à faire des coopérations avec l'acteur qui gère le gestionnaire des poubelles, le syndicat des ordures ménagères. Et on est en train de créer des projets en commun parce que bah, on fait pousser les légumes et derrière, il faut aussi les mettre en compost. Donc voilà, il y a plein de coopérations possibles et je pense qu'il y a une émulsion qui est en train de se dérouler, de se créer et qu'il ne faut pas se fermer des portes, même s'il y a des gens qui sont à l'opposé de nous, mais on peut les amener dans notre cercle vertueux autour du développement durable au sens large. Oui, on est aussi en contact avec Sevran, avec l'association Aurore, qui est aussi euh, présente sur le territoire du 95, qui est un peu compliqué à gérer, mais on va y arriver. J'ai toujours un peu d'espoir. Je pense avoir répondu à toutes les questions, Clotilde, Oui, c'est ça. Je te remercie parce que ayant mon problème d'écho, je vous ai pu parler. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs toujours avec de l'écho? Tout à fait. Oui. Oui, toujours, oui. Oui, Alors, allez. ok, bon, on m'avait suggéré sinon de couper le micro de tout le monde, mais ça va être voilà. Je vous remercie pour vos interventions. S'il y a d'autres questions, donc du coup, ce sera Fanny Prouvent, la coordinatrice de la chaire, qui prendra le relais. On avait décidé de vous proposer une petite animation pour pouvoir évoquer ce que vous retenez de cette session. Et en parallèle, on va ouvrir ensuite un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien WooClap que vous voyez. Je vais en parallèle. Et Clotilde, juste, je me permets, il y avait une question sur l'indemnisation aussi, donc Oui, j'y tout à répondrai fait. après. Oui, Non, mais tu peux y répondre maintenant, en fait. Ok. Oui, donc en fait, sur l'indemnisation, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut citoyen à proprement parler avec des règles uniformes. Donc aujourd'hui, on assiste à un bricolage très clairement. La règle officieuse, c'est de se baser sur les indemnités prévues pour les jurés d'assises. Donc là, j'ai vérifié parce que ça change tout le temps. Donc là, c'est à 99,20 euros par jour. Et c'est globalement ce qui se pratique, et notamment dans les panels citoyens. Donc par exemple, c'est sur la base des indemnités de jurés citoyens qu'on a indemnisé nos participants. Sur le défraiement, bah, c'est la prise en charge de tous les frais de déplacement et de logement. Donc on avait pour le panel organisé par le CNA pris en charge toutes ces questions de défraiement. Et la dernière chose, c'est que sur la forme, on avait prévu des chèques, mais en fait, ça a été remis en question parce que certaines personnes nous disaient qu'ils étaient déjà à découvert à la mi du mois. Donc, effectivement, c'est aussi des questions qu'il faut se poser sur la bonne forme. Donc, on a essayé au maximum à un moment de s'adapter, de donner en espèces, mais ça pose aussi des questions après de justification de l'indemnisation. Donc, c'est effectivement un gros sujet. Et je vous enverrai dans le chat un texte qu'on a coécrit avec des collègues ont écrit sur le statut citoyen. Je pense que la question doit se poser sur quelle forme pourrait prendre ce statut de citoyen et de participant aux démarches de participation citoyenne. Merci beaucoup, Claire. Oui, donc on vous proposait de répondre, de partager en fait un mot-clé que vous retenez des interventions. Donc, pour participer, en fait, il y a deux solutions. Soit vous allez sur le Flashcode, soit vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé dans le chat. Et l'idée, c'est que tout ça apparaisse dans un nuage de mots que je projette. En tout cas, là, vous pouvez ajouter en live les mots et on va voir un petit peu bah, quels sont les points importants des trois présentations qu'on a pu voir. Et donc aussi pour rebondir avec tout ce dont on a discuté ce matin, n'hésitez pas bah, à poser vos questions. Et donc Clotilde proposait également, si vous souhaitez bah, prendre la parole, à commencer par lever la main. Et on vous donnera la parole pour voilà, lancer un débat sur la question de la mobilisation et de la participation de toutes et tous dans ces projets-là. Merci beaucoup. Je me permets de lever la main parce que j'arrive pas à me le faire. Non, juste pendant que vous finissez de remplir. Je voulais aussi vous dire que les deux exemples de terrain qu'on a donnés, hein,
sont effectivement, enfin, on les a choisis pour présenter des types d'exigences différents. C'est clair que l'âme l'a bien montré, aller vers des jardins nourriciers, c'est très exigeant, c'est très valorisant aussi, mais c'est vraiment pas facile et un animateur permanent, c'est absolument indispensable. Maintenant, l'âme est à moitié ou même plus que ça sur l'essaimage des jardins nourriciers, mais pendant longtemps, il a été vraiment une cheville ouvrière extrêmement présente et bon, très bien formée, justement, par exemple, au labo CAP et tout ça. Et ça, c'est vraiment tout à fait, tout à fait nécessaire, hein. Je crois que la démarche du Pays Terre de Lorraine a été particulièrement illustrative de la nécessité de, ce, de cet accompagnement très serré par des personnes compétentes et bien formées pour accompagner ces personnes en précarité. Et je sais que pour lui, ça n'a pas toujours été facile. Il ne va pas le dire, mais je sais que ça n'a pas été le cas. L'autre élément que je voudrais dire, c'est par rapport au jardin, c'est effectivement cette valorisation des personnes étrangères. Alors étrangères ou pas d'ailleurs, enfin des personnes qui en fait détiennent des savoirs qui sont peu mis sur la place publique, sauf précisément quand on leur en donne la possibilité à travers les jardins. Et pour le constater dans beaucoup de quartiers populaires, il y a beaucoup de personnes, notamment issues de l'immigration, qui ont ces connaissances et qui, lorsqu'elles ont la possibilité de pouvoir les exprimer sur un bout de terrain, le font. Et puis, troisième élément, c'est la question des mobilités. C'est vrai, enfin, Pierre en a parlé de manière générale, de manière importante. Et dans le cas des jardins nourriciers, c'est très important de pouvoir finalement organiser cette mobilité depuis les lieux d'habitation jusqu'au lieu des jardinages. Alors, lorsqu'ils sont au pied d'immeubles, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace, hein. Voilà, donc ça, c'est quand même c'est une grosse problématique. C'est loin d'être insoluble, mais voilà. Et dans les faits, pour le PTCE, c'est vrai que la présence d'un tiers-lieu nourricier, enfin qu'on espère demain être un tiers-lieu nourricier vachement actif, mais il a commencé à l'être sur Goussainville, c'est aussi fonction de la capacité qu'ont les gens à pouvoir se déplacer jusqu'à ce lieu. C'est vraiment important. Et j'espère que dans l'avenir, si on arrive sur PTCE à avoir effectivement une ou des parcelles dans le cadre d'un projet agricole qui pourrait être vraiment lié à cette production de proximité, bah, ce sera aussi des lieux qui seront accessibles. C'est vraiment très important, hein, cette question de mobilité. Merci. Merci. Alors, on voit bien que le nuage de mots évolue en direct. C'est assez intéressant de voir. Tout à l'heure, il y avait animation qui ressortait bien. Puis là, on revoit valorisation qui apparaît un peu plus. Donc, pour info, plus le mot est en gros, plus il a été indiqué de nombreuses fois par les participants. Merci de tous participer et d'être inspirés. Donc, on voit, voilà, animation qui revient, valorisation, question de temps qui est très importante dans les projets. On a besoin de temps pour créer une relation de confiance avec tous les acteurs et notamment les personnes directement concernées par ces questions de précarité alimentaire. Également la co-construction, bien sûr que chacun puisse participer, se faire entendre voilà, dans ses besoins. Donc, qui va aussi avec coopération, l'écoute qui est également bien sûr importante dans ce genre de projet. Et donc dans le chat, il y avait aussi Lefebvre, donc je ne sais pas le prénom, mais si vous souhaitez voilà, présenter un peu plus le projet ou en tout cas réagir par rapport à votre petit mot sur la microferme Ville Fertile, n'hésitez pas également à prendre la parole avec plaisir. Et est-ce qu'on peut réagir brièvement sur les mots qu'on voit? Bien sûr, bien sûr. Non, mais parce que je trouve ça très intéressant que les quatre mots qui ressortent le plus sont valorisation, animation, temps et co-construction, parce que je pense que justement, c'est ces quatre éléments qui doivent être vraiment perçus comme complémentaires, puisque pour avoir de la co-construction et une animation
qui justement valorise les participants, il faut du temps. Et je pense que vraiment la question du temps est centrale de manière générale dans les modalités de participation et particulièrement dans les dispositifs qui ont été présentés. Du temps à la fois pour co-construire la modalité, moi c'est comme ça aussi que je le comprends, avec les personnes et avec les acteurs qui sont engagés au quotidien sur le terrain, et du temps pour animer, pour prendre du temps auprès des personnes, pour pouvoir adapter aussi le dispositif au fur et à mesure. Donc, je trouvais ça assez intéressant, cette dialectique là entre les quatre mots qui étaient en train de se voir ici. Merci Pierre. Et je serais aussi curieux de savoir, pour les personnes qui ont mis co-construction, animation, temps, valorisation, ce qu'ils ont mis derrière ces mots, pour voir aussi si ça résonne ou s'il y a d'autres éléments aussi, ce serait intéressant de vous entendre. N'hésitez pas à lever la main ou même à prendre la parole si vous n'arrivez pas à lever la main. C'est parfois pas toujours évident. C'est en bas, normalement, dans réaction. Oui, moi, je veux bien, oui, j'arrive pas à trouver la main non plus. Ah Vas-y, oui, vas-y, Céline. voilà, ça y est, c'est ça la main, voilà. Euh, oui, alors, moi, ce qui se dit, évidemment, fait bien écho à ce qu'on fait à Tournu autour, effectivement, d'une mobilisation des personnes en précarité, mais aussi des salariés de, de l'épicerie sociale solidaire, aussi des bénévoles qui gravitent autour de l'épicerie sociale, de la ressourcerie. On a du maraîchage bio en insertion aussi. Donc, on travaille avec. Il y a un groupe qui s'est constitué dans le cadre d'une recherche-action qu'on a avec des chercheurs de Dijon autour de la précarité. Alors, moi, je suis une vieille militante de la question de la démocratie participative depuis 40 ans, aussi bien professionnelle que militante. Mais là, je suis de l'autre côté de la barrière. Et là, je me rends compte effectivement de la difficulté du passage de la théorie. Et voilà, et je regarde Pierre Arène effectivement à être impliqué dans la réalité. Et ce dont je m'aperçois dans ce qui marche, parce qu'il marche entre guillemets, parce qu'on a des creux, hein, on a des gens qui viennent, puis on comprend pas, on ne sait pas, puis après ils reviennent. C'est quand on est vraiment entre le faire ensemble et le débattre ensemble. C'est-à-dire, et se projeter ensemble. C'est-à-dire, ce qui marche bien, c'est quand on fait un atelier de conservation et qu'en même temps, eh bien, il y a un espace, on l'a fait dernièrement, on avait en plus des étudiants de l'ENSAD qui nous aident à construire un projet. Eh bien, à la fois, on épluche les légumes et puis en même temps, on discute qu'est-ce qu'on aimerait comme projet autour d'une maison commune de l'alimentation. Voilà. Et là, ça fonctionne. Et autant, alors moi, je me suis beaucoup investie sur des sujets comme effectivement des groupes de capacitation citoyenne homogènes et après en arc-en-ciel, etc. Et là, je suis dans la remise en question de ça parce que je me rends compte qu'effectivement, les gens, ils n'ont pas envie qu'on les stigmatise entre guillemets comme précaires à longueur de temps. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait effectivement les précaires, les salariés, les bénévoles. Donc chacun se nommait. Après, plus personne n'avait envie de se nommer. Et notamment, effectivement, quand on épluche des légumes, on épluche des légumes. Et après, quand on intervient par rapport à ses savoirs, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on pense. C'est pas que des savoirs d'usage, attention. Hein. Et donc là, ça se mélange. Et effectivement, il y a une prise de recul par rapport à ça nécessaire. Donc l'idée, effectivement, de cibler sur des groupes, et notamment sur les personnes en situation de précarité, ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. Donc effectivement, il a fallu qu'on fasse très attention à ça. Et que maintenant, on est dans un groupe homogène. Homogène, entre guillemets, ils ne sont pas homogènes. Mais dans ce qu'on construit ensemble, peu importe qui est affiché comme quoi. Voilà, voilà c'est tout. Je m'arrête parce que je pourrais être très, très bavard. Je peux bien réagir sur ce point-là parce que c'est très intéressant ce que vous partagez là, Céline. Parce que, non, mais parce que vraiment, parce que je trouve que cette question de la stigmatisation que peut produire, ces effets de catégorisation que produit la participation institutionnelle, c'est très fort. Et effectivement, de sortir de là
en arrêtant de centrer la mobilisation sur certains publics et surtout de le présenter comme tel. Et je trouve que l'approche de combler à la fois, de fusionner à la fois l'aspect action et l'aspect participation par la pensée et le partage, je trouve que c'est une bonne manière de faire ça, justement pour sortir de ces logiques stigmatisantes que ces effets de catégorisation produisent, parce que c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose effectivement que j'analyse dans le cadre de ma thèse, mais que je vois au quotidien dans les dispositifs qu'on accompagne, et notamment par exemple dans le panel citoyen sur la précarité alimentaire qui a été organisé par le Conseil national de l'alimentation. Cette question-là de comment on présente les participants qui vivent la situation de précarité s'est posée. Et je pense que d'ailleurs, il y a eu parfois des personnes qui se sentaient un peu troublé d'être dans le groupe précarité. Alors que, parce qu'en fait, l'idée, c'était d'avoir un groupe de personnes qui vivent la précarité alimentaire et un groupe qui ne la vivent pas. Donc déjà, si vous voulez, cette opposition-là, en soi, elle provoquait des biais. Donc je me retrouve parfaitement dans ce que vous venez de dire là et dans l'approche qui est la vôtre. C'est intéressant. Je donne la parole à Fiona avec de l'écho. Alors, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, super. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant. Je m'appelle Fiona, je suis étudiante aux Pays-Bas en ce moment, mais j'ai écrit un mémoire sur l'agriculture urbaine et l'accessibilité de l'agriculture urbaine aux personnes en situation de précarité alimentaire, même si j'utilisais pas ces termes parce que je l'ai écrit en anglais, donc j'utilisais des termes différents. Donc c'est aussi intéressant d'entendre toute la conversation aujourd'hui autour de cela. Et j'ai super aussi d'entendre la discussion juste précédente entre donc Céline et Pierre sur voilà, comment inclure des personnes et comment nommer les personnes. Ma question serait, on a entendu donc des histoires de terrain à l'extérieur, près de Paris, mais donc en Pays de France et en terre de Lorraine. Moi, je me suis focalisée sur la métropole, enfin, sur la ville de Paris, sur des fermes urbaines euh, associatives, mais qui ont un modèle économique. Donc, il y a des employés aussi dans ces fermes. Et la principale méthode de participation citoyenne dans ces fermes, c'est le bénévolat. Donc voilà, c'est un contexte différent, mais je voulais savoir si est-ce qu'il y a aussi une conversation sur comment créer une participation plus, euh, comment dire, une meilleure participation de personnes en situation de précarité alimentaire en agriculture urbaine de différents modèles et comme celui que je mentionne, donc par le bénévolat et aussi dans des grandes villes. Est-ce qu'il y a des conversations là-dessus? Parce que ce que j'ai découvert, c'est que le bénévolat n'était pas accessible. En fait. Les personnes qui venaient faire du bénévolat étaient un groupe très homogène, des personnes qui ont du temps, la plupart des retraités, ce qui est très bien, mais du coup, ça rend les choses beaucoup moins accessibles. Donc, j'aimerais beaucoup contribuer à cette conversation plutôt à Paris ou euh, mais je me demande comment m'y prendre. Donc, je viens vers vous avec cette question. Qui en discute aussi dans le contexte de Paris? Merci beaucoup. Alors, je vais me permettre, Fiona, d'amener quelques éléments. C'est juste quelques éléments parce que c'est une très bonne question ce que vous posez, c'est-à-dire finalement quelles sont les formes euh, finalement peut-être d'insertion de l'agriculture urbaine dans la lutte contre la précarité alimentaire et les formes de participation des personnes dans ces projets. Alors, pourquoi je dis que des éléments? Parce qu'il y a des travaux qui commencent de manière un peu spécifique là-dessus, notamment, bon, il y a un premier travail de stage qui a été fait dans le cadre de la FOP, auquel on a un peu participé, qu'on est en train de corriger, donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Euh, je pense qu'il y a deux écueils importants dans les formes intra-urbaines, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales. Le premier obstacle, c'est qu'effectivement, pour la plupart des fermes à vocation commerciale, elles sont sur des produits de niche pour des raisons économiques, et que du coup, enfin, leurs produits eux-mêmes ne sont pas destinés aux personnes ayant des faibles revenus, et elles sont plutôt au contraire destinées
à de la restauration gastronomique. Alors, en soi, bien sûr, il y a des marchés pour ça, hein, mais le gros point d'interrogation pour nous et le gros point d'attention, mais je pense que ça commence à passer maintenant on va dire dans l'agenda des collectivités, c'est lorsqu'une collectivité offre finalement à des porteurs de projets des lieux pour développer des formes d'agriculture urbaine. Si ces lieux sont dans des quartiers prioritaires de la ville ou sont dans des quartiers où il y a une forte précarité alimentaire, l'attention doit être absolument posée sur la destination des produits, sur le type de produit, la destination des produits. Parce qu'on a malheureusement vu, et ça trop souvent, y compris à Paris, mais pas que à Paris, je veux dire, des formes finalement de captation de ces espaces pour faire des productions qui n'ont rien à voir avec le quartier. Le deuxième élément, c'est, on pourrait dire, ces fermes-là pourraient proposer de l'emploi à des personnes en précarité, qui ne sont pas forcément que en précarité alimentaire, qui sont en précarité économique ou autre. Et du coup, la question là, elle est, oui, mais alors quels emplois, avec quelle priorité, donner ou pas à la population de proximité euh, voilà, avec la même difficulté éventuelle finalement de ne pas être lié, de ne pas avoir d'ancrage territorial. Donc là, aujourd'hui, après la question du bénévolat est une question liée au temps disponible. On parlait du temps tout à l'heure, hein. Le temps des personnes en précarité est souvent un temps très contraint. Alors, ça dépend bien sûr des types de précarité, mais euh, un cas particulier et souvent rencontré, ce sont des familles monoparentales. Il est très clair que les personnes n'ont pas de temps. On le sent bien lorsqu'on essaye de les impliquer dans des jardins, par exemple. Très clairement, elles n'ont pas le temps de ça. Donc, elles n'ont pas forcément non plus de temps à donner de manière systématique à des activités bénévoles. Donc là, moi, je n'ai pas de réponse définitive à vos questions, mais je pense que ce sont des bonnes questions. Et très clairement, si les personnes peuvent aller participer à des activités bénévoles dans des fermes urbaines, ça peut permettre de lutter contre ces catégorisations et de les intégrer finalement dans un groupe plus large, sauf que ce n'est pas du tout évident qu'elles puissent avoir cet accès-là. Voilà, donc là, on est vraiment sur aujourd'hui des questionnements forts sur la capacité inclusive, on va dire, des fermes intra-urbaines qui le revendiquent souvent et qui le souhaiteraient, hein. Ce n'est pas du tout une question de mauvaise volonté des personnes, mais voilà. Alors peut-être que Dominique, ton fil fertile, pourra nous en parler justement tout à l'heure, mais je crois qu'il y a peut-être une autre main levée. Oui, je donne la parole à Bilal. Voilà. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Oui. Alors, pour ma part, c'était juste pour donner un peu d'expérience. En fait, alors, moi, je représente une association qui est une épicerie solidaire qui se trouve dans le 93 à Bobigny. Et cette année, avec nos bénéficiaires, on a décidé de mettre en place un jardin partagé. Donc, je reviens un peu en arrière. En fait, une épicerie solidaire, donc nous, on accompagne des personnes qui sont en situation de précarité. Donc, ils viennent acheter des produits alimentaires à bas prix. Et plus, il y a un accompagnement social autour et les gens sont avec nous pendant entre 3 mois et 9 mois. Donc, il y a un accompagnement sur ça. Et donc, on se retrouve aussi avec des personnes qui sont aussi sans emploi. Et donc, on a réfléchi avec les bénéficiaires pour mettre en place un jardin partagé. Et l'objectif, c'est à la fois d'avoir dans ce jardin partagé, donc de créer du lien social, de travailler sur l'agriculture urbaine, donc, parce qu'on construit le jardin de A à Z avec eux, et de faire intervenir aussi des professionnels du domaine de l'agriculture urbaine et des métiers verts pour à la fois sensibiliser, pour travailler avec eux sur leur propre métier, expliquer aussi leur métier, pour, dans un premier temps, essayer de susciter peut-être des intérêts auprès de nos bénéficiaires
sur ces métiers-là, mais aussi pour essayer à long terme, que ce jardin partagé puisse devenir un jardin collectif, mais peut-être une petite ferme, mais là, petite, qui va permettre aussi aux personnes qui rentrent dans l'épicerie de pouvoir euh, accéder au jardin et de pouvoir aussi de récupérer les fruits et légumes. Parce qu'aujourd'hui, l'épicerie achète les fruits et légumes. Et donc, l'objectif, ce serait, via ce travail-là, de moins acheter et de permettre aux bénéficiaires, via leur travail, de pouvoir récupérer ces fruits et légumes et aussi de valoriser leur travail et, euh, et aussi de pouvoir le mettre dans leur CV parce qu'en fait, quand on travaille dans un jardin partagé ou autre, on, on récupère des compétences, on gagne des compétences qui est un peu difficile en tout cas, pour l'instant, pour eux, ils ont du mal à le valoriser, à le voir, comment ils pourraient le mettre ça dans un CV, le fait qu'ils travaillent et qu'ils construisent ensemble un jardin partagé. Et donc, là, c'est une expérience de 1 an, donc jusqu'à décembre, qu'on a été financé aussi par le département pour essayer de voir comment ces bénéficiaires-là vont s'approprier les choses et petit à petit, si les choses marchent bien, pouvoir que ça reste à long terme et pouvoir le dupliquer au maximum. Donc voilà, c'était juste pour partager un peu mon expérience sur ça. Merci Je ne sais pas si vous beaucoup. avez des questions. Merci beaucoup, Bilal. Moi, j'avais une petite question plus sur la partie surface. Combien vous avez de surface pour ce potager? Et puis aussi, comment vous faites le choix des cultures? Enfin, est-ce que vous faites des ateliers de discussion pour définir ensemble quelle culture vous voulez mettre en place au potager, etc. Alors, pour l'instant, on a, si je ne dis pas de bêtises, on a à peu près 300 mètres carrés. 300 mètres carrés et on est accompagné par d'autres structures qui sont qui forment aussi des personnes dans l'agriculture urbaine. Donc, on est accompagné par eux. Le choix de culture, c'est à la fois en concertation avec les bénéficiaires. Et donc, on essaie aussi à la fois de leur faire découvrir des produits qui ne connaissent pas, parce que la particularité de Bobine, c'est qu'on a énormément de populations issues de différentes cultures. Je pense qu'il doit en avoir une soixantaine ici, à Bobigny. Donc, on essaie aussi de leur faire découvrir d'autres cultures, mais aussi de faire des expérimentations sur des produits de leur pays d'origine pour voir si on peut indirectement les planter ici et voir si ça peut fonctionner. Et petit à petit, essayer de créer c'est-à-dire une partie de l'épicerie, parce que l'épicerie aussi reçoit aussi des gens de plusieurs cultures, des gens qui sont en situation régulière aussi, des gens qui ont aussi qui ont des papiers aussi. Donc, on a aussi des retraités, on a des jeunes, on a des mamans, on a des étudiants aussi. Donc, on essaie aussi de ramener l'épicerie dans le jardin via ces différentes populations. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est parfait. Et je rebondis juste avant de laisser la parole, mais ça fait écho à une thèse qu'on soutient cette année, la thèse de Noémie Baubert, qui travaille justement sur la transmission de savoirs agricoles et culturaux en contexte migratoire. Et donc, justement, elle va enquêter différents jardiniers, notamment en Seine-Saint-Denis, je crois, à Stains. Christine, tu me corriges. Mais en tout Oui, cas, c'est pour, ça. voir un petit peu comment, au sein de ces jardins, les jardiniers issus de l'immigration, comment se fait la transmission justement de tout leur savoir. Et donc, ce qu'elle disait, c'est que justement, c'est vrai que le jardin était une bonne approche pour en savoir plus sur
leur histoire, leur quotidien, et puis voilà, le partage de toute cette histoire culturelle et agricole. Donc voilà, en tout cas, elle a commencé depuis 2 ans, et donc voilà, peut-être que on pourra aussi transmettre l'avancée de ses travaux. Ça Avec pourra plaisir. intéresser. On peut peut-être donner la parole à Villefertile, donc à Dominique. Oui, oui, tout à fait. Oui, alors attendez 2 secondes. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous Allô? entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Ah, bon, bah alors attendez, c'est parce que je dois cliquer. OK. Bon, oui, bah, vous m'entendez, c'est bien. Voilà, bah, écoutez, moi j'y suis depuis 3 4 ans dans une association qui s'intitule Microferme participative. Alors on dit plus trop bio-intensive parce que avec les changements climatiques, c'est devient de plus en plus compliqué de pouvoir produire durablement. Donc, on est souvent en réflexion de remodifier la production. Et par rapport à l'agriculture solidaire, c'est pas une association qui est, elle est juste, elle est rattachée à l'arrondissement du 12e. Et on produit, on vend le dimanche, c'est bio, et on fait des paniers solidaires qu'on donne à une autre association qui s'appelle La Chorba. Donc c'est l'aspect solidarité. Il y a plusieurs axes dans cette association, mais l'axe principal, c'est pas la solidarité par rapport aux populations, c'est qu'il y a des bénévoles qui viennent, non pas jardiner, mais qui viennent cultiver. Il y a une salariée qui est très forte, qui organise plein de choses, qui connaît très très bien la dynamique actuelle. Et tout ce qui est autour de la solidarité s'organise avec une autre association qui eux-mêmes livrent des repas de temps en temps bio. Ils se sont rendus compte surtout qu'il fallait éduquer la population parce que quelquefois on donnait 200 salades ou 300 salades bio et il faut les manger dans les jours qui viennent et les gens qui mangent bio ou pas bio, ils font même pas la différence. Donc, ils se sont rendus compte du côté des encadrants de la Chorba qu'il fallait éduquer les populations pour les sensibiliser au bien manger. Au manger hors du sachet tout près dans une grande surface, par exemple. Donc, c'est des démarches qui obligatoirement engagent un accompagnement. Et cet accompagnement, quand on travaille dans une ferme, quand on travaille, déjà on travaille en parallèle, moi par exemple je suis psychologue en parallèle, donc j'y vais de temps en temps et j'y vais de moins en moins parce que je vais partir en Indre-et-Loire, comme je vous ai écrit, et je vais m'engager auprès d'une association qui s'appelle Terre de Liens, qui aide les jeunes agriculteurs à s'installer dans des fermes. Et nous, on leur apporte des compétences, non pas de culture, parce que là, on atteint un niveau sur des hectares, et sur le défendre des dossiers auprès des ministères, défendre des dossiers pour qu'ils puissent obtenir des fonds pour développer l'agriculture bio, évidemment, ou bien raisonné, ou bien naturel. Actuellement, par exemple, nous, on fait un terrain d'expérience où on apprend l'agriculture naturelle, c'est-à-dire sans travailler le sol. On en arrive de plus en plus à cela. C'est assez compliqué parce qu'il y a les insectes qui viennent nous voir, tout le monde apprécie. Et c'est toujours très compliqué quand on ne met pas de traitement et tout ça. Donc d'un côté, on est très très pris par nos tâches qui sont bien organisées du côté de Villefertile même. Et cette participation et ce partenariat qu'on a avec la Chorba et tourne beaucoup autour du compost. C'est-à-dire que les accompagnants, souvent les encadrants, viennent apporter les épluchures qui ne sont pas bio malheureusement pour qu'on puisse éventuellement faire du compost. Mais en attendant, au bout de 2 3 ans, ça peut devenir un compost intéressant. Cependant, on n'a jamais réussi à mobiliser les populations touchées par éventuellement les légumes qui étaient offerts, à les motiver à venir cultiver. Alors, de temps en temps, il y a eu des stages avec des éducateurs, avec des encadrants, avec quelques personnes ou des personnes qui sont venues 1 à 2 fois dans l'année, mais c'est quand même, il n'y a pas d'intérêt vraiment marqué pour aller voir ce qui se passe du côté de Villefertile, par exemple, du côté de la Chorba. Par contre, nous, on peut être amenés à aller les voir, à voir quels sont les besoins, à discuter avec les gens, mais ils ont fait ce travail de sensibilisation des populations. C'est ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas là pour parler de l'association parce qu'elle est vraiment centrée sur l'agriculture urbaine. Donc, et là, c'est assez compliqué, c'est tout un développement, c'est tout un apprentissage. Moi-même, j'ai fait de la permaculture et je continue, c'est toujours un apprentissage qui évolue. Et en ville, en effet, il y a l'urgence. Par exemple, la ville de Paris, donc par l'intermédiaire de l'arrondissement du 12e, se sert de nous un petit peu comme terrain d'expérimentation
et ils nous ont demandé, ainsi qu'à la ferme de Paris et d'autres endroits comme ça qui sont aidés par les municipalités, à voir si, par exemple, il y avait sur 1 mètre carré, si on faisait alors nous, on ne fait pas de céréales, hein, mais la ferme de Paris, ils essayent de faire du céréal et ils se disent combien de Parisiens on peut nourrir dans l'année si on fait par exemple, 1 hectare du céréal en région parisienne. Et nous, on nous a demandé donc de calculer, et on s'est rendu compte que rien qu'avec les légumes, hein, puisqu'on n'a pas les céréales, on a les tomates, on a tout le reste, on ne fait pas non plus la viande, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait nourrir à l'année 12 Parisiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 12 Parisiens. Voilà, donc c'est quand même pas beaucoup, 12 Parisiens à l'année, étant donné le nombre de personnes qui sont à nourrir et auxquelles il va falloir penser, auxquelles toutes ces personnes, il va falloir qu'elles se mobilisent et qu'elles s'engagent en réciprocité en prenant extrêmement conscience que les grandes surfaces, à un moment donné, ça ne va pas toujours être ça, qu'il faut prendre aussi les produits locaux. Alors, j'ai bien apprécié ce que vous avez dit, et vraiment, c'est courageux, et bravo à tout le monde, qu'en effet, il y a des populations qui peut-être peuvent apporter, par exemple, on a eu des services civiques, et dont un venait d'Inde, et était déjà formé à l'agriculture en Inde. Et donc, il nous apportait des techniques qu'il avait chez lui tout en essayant d'adapter par rapport, on va dire, aux légumes endogènes que nous avons. Donc, voilà, donc, bon, bah, la ville de Paris développe énormément ces axes-là. Il existe énormément d'instances, vous les connaissez, j'imagine, l'Académie du climat, tous moi, je les ai vus démarrer, hein, ces mouvements-là. On va Quelles peut-être, sont- voilà. Dominique, je me permets de vous interrompre, mais c'est vrai que c'est très important ce que vous venez de dire sur la transmission des savoirs des personnes qui viennent d'ailleurs, hein. Ça, c'est vachement important. Et c'est vrai que les jardins et les formes d'agriculture urbaine peuvent être des façons finalement de les mobiliser. Je crois qu'il y a Aïdan. Bonjour Aïdan, qui veut aussi parler. Ça fait plaisir de revoir Bonjour. une ancienne. Oui, tout pareil. Non, merci beaucoup pour les interventions et les présentations. Donc, au niveau de la Seine-Saint-Denis et du plan alimentaire territorial, ça fait écho avec plein de choses qu'on peut trouver comment ou faire les liens et comment continuer à soutenir. Et moi, j'avais une question. On commence aussi à se poser la question sur la notion de paysage nourricier, donc qui dépasserait uniquement les jardins et peut-être s'étendrait dans les espaces publics. Donc voilà, je lance la question si vous avez des réactions par rapport à cette thématique ou des ressources aussi. Merci. Alors, je ne sais pas si dans le public, il y a des personnes qui sont en train de travailler sur le développement de formes d'agriculture dans les espaces publics, notamment dans les parcs et jardins. Je sais, enfin, il y a déjà des exemples hein, qui existent. Je pense par exemple pendant le 93 au Saussay, hein, au parc du Saussay. Voilà. Là aussi, je crois qu'il y a euh, qui peuvent être des lieux où il y a suffisamment d'espace, un peu comme l'âme nous l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir une production de manière relativement importante. Mais je crois que là comme ailleurs, et pour avoir discuté tout récemment avec le parc du Saussay, ça fait partie des choses importantes que là, comme dans les autres formes d'agriculture urbaine ou de type de jardinage, la question est qui manage la chose, vers qui est dirigée la production. Et finalement, on revient toujours à la grosse question de s'il s'agit d'un maraîcher privé qui est obligé hein, de pouvoir vendre sa production à un certain prix pour vivre, on sort assez vite du scope de ce qui est accessible à la majorité de la population. Et donc là, on est vraiment sur voilà, tout à l'heure, Émilie nous disait pour patates gousses, hein, les légumes se vendent à environ 1 euro le kilo. Ce sont des légumes de très grande qualité, hein. Très clairement, ce n'est pas le prix qui peut être offert avec des conditions de durabilité à un maraîcher privé qui s'installerait, y compris dans un parc public avec pas mal d'espace. On est sur ce genre de problématique aujourd'hui, y compris dans le parc du Saussay ou dans d'autres parcs publics. Donc, je veux dire, le lieu permet éventuellement d'avoir plus de zones de production. Après, la question, elle est vers qui est orientée cette production? Et du coup, quels sont les modèles économiques, y compris allant jusqu'à ce que fait la ville de Villejuif ou d'autres, des régies agricoles, communales ou départementales, pour pouvoir rendre accessible
les produits issus de ces espaces. Et là, on est vraiment sur des problématiques importantes, hein. Ce que disait Bilal tout à l'heure sur les jardins partagés, c'est vachement important pour pouvoir mobiliser les gens et apprendre, enfin, voilà, apprendre d'où viennent les choses, mais ça ne permettra pas d'aller fortement sur l'approvisionnement alimentaire de l'épicerie, par exemple. Ça peut permettre de faire certains approvisionnements. Si on va aller vers du plus quantitatif, alors là se pose la question de l'espace, mais aussi du modèle économique dans son ensemble qui permet de rendre les choses accessibles ou pas. Et là, aujourd'hui, bah, vu que le maraîchage n'est pas soutenu par la politique européenne, hein, on est quand même face à des enjeux très importants et bon, voilà, qui remettent en cause vraiment la formation des prix. Alors, il est 11h57. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Comme ça, tout le monde pourra aller tranquillement manger. Je voulais commencer par remercier tous les intervenants, donc Lame, Pierre et Émilie. Merci beaucoup pour vos témoignages, vos partages d'expérience. Je pense que voilà, ça a été très enrichissant et très inspirant pour tout le monde. Je remercie aussi Clotilde qui a organisé de main de maître ce webinaire avec tous les intervenants. Et puis bien sûr, vous toutes et tous d'avoir été présents avec nous. Donc on était 44 ce matin pour parler de mobilisation et de participation. Merci à toutes et tous. Pour information, donc, le webinaire a été enregistré. Il y aura une petite phase de traitement pour couper et faire en sorte que ça soit le plus lisible possible. Et puis ensuite, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis également, on le partagera sur LinkedIn et sur notre site internet. Donc voilà, si vous souhaitez revoir certains passages ou le partager également dans vos réseaux, n'hésitez pas. Et on vous tiendra informé des prochaines actualités du réseau avec grand plaisir.